Avant de plonger dans l'histoire intense d'aujourd'hui, un petit rappel. Plus de 90% de nos spectateurs regardent nos vidéos sans être abonnés. Si vous aimez ce genre de contenu, prenez une seconde pour appuyer sur le bouton s'abonner et activer les notifications, afin de ne jamais rater une mise à jour. Et si cette histoire vous captive, n'oubliez pas de liker la vidéo. Cela nous aide énormément. Je m'appelle Clara et je suis mariée à mon mari Daniel depuis plus de 14 ans. Nous nous sommes rencontrés à l'université, une de ces histoires qu'on raconte dans les réunions d'anciens élèves avec un sourire attendri. Il était charmant à l'époque, vif d'esprit, ambitieux et toujours si sûr de sa direction. J'étais la plus calme, appliquée, douce, attirée par la stabilité. Nous nous complétions d'une manière qui faisait sens à l'époque. Nous nous sommes mariés jeunes, peut-être trop jeunes. J'avais tout juste 23 ans, Daniel 25. Nos premières années étaient remplies d'appartements loués, de prêts étudiants, de dîners de nouilles et de disputes pour savoir à qui c'était le tour de faire la vaisselle. Mais nous nous aimions à travers tout ça. Du moins, je le croyais. Quand nous avons atteint la trentaine, les choses avaient changé. Daniel avait construit une carrière florissante dans la finance. Et moi, je m'étais éloignée de la mienne pour élever nos 2 enfants, Laïa et James. J'étais d'accord avec cette décision au début. Je me disais qu'être à la maison pour les enfants était noble, que d'être une présence constante dans leur vie valait plus que n'importe quel salaire. Mais lentement, sans m'en rendre compte, j'ai commencé à perdre des morceaux de moi-même. Les jours se brouillaient les uns dans les autres. Petit matin, déjeuner préparé, déposés à l'école, liste de courses, préparation des repas, soirée tardive. Quelque part, entre les voyages d'affaires de Daniel et ses conseils d'administration, nous avons arrêté de parler de ce qui comptait vraiment. Les conversations sont devenues des mises à jour. Les câlins sont devenus des routines. L'intimité s'est estompée, remplacée par la logistique de la vie familiale. Je ne le blâmais pas entièrement. Nous avons tous les deux laissé la distance s'installer. Mais ce qui faisait le plus mal, c'était à quel point je me sentais invisible. Puis, au printemps dernier, tout a commencé à basculer. C'est à ce moment-là qu'Aiden a emménagé à côté. Il avait grandi 2 maisons plus loin, fils unique d'Ellie, nos voisins depuis des décennies. Je me souvenais d'Aiden comme d'un gamin vif et énergique, toujours en train de donner des coups de pied dans un ballon de foot ou de faire du vélo avec une bande d'autres garçons. À 18 ans, il était parti étudier en Californie. Et pendant des années, nous n'avons presque plus eu de nouvelles de lui. Mais après le décès de sa mère, il est revenu, maintenant âgé de 23 ans, fraîchement diplômé pour s'occuper de son père, dont la santé se détériorait. La première fois que je l'ai revu, il déchargeait des cartons d'un camion de déménagement. Je taillais les haies devant chez moi. Et pendant une seconde, je ne l'ai pas reconnu. Il était grand, large d'épaules, et dégageait cette confiance facile que les gens ont souvent dans la vingtaine. Il a souri quand il m'a vu. « Madame Owens ?» m'a-t-il demandé. J'ai ri. « Tu n'as pas le droit de m'appeler comme ça. Ça me donne l'impression d'être antique. » Il a souri. « Désolée, Clara. » Et c'est ainsi que tout a commencé. Juste un sourire, un nom, une réintroduction. Dans les semaines qui ont suivi, je le voyais souvent. Il tondait la pelouse pour son père, promenait leur chien, s'asseyait parfois sur le perron, lisant ou parlant au téléphone. Nous échangions les politesses habituelles entre voisins. La météo, les nouvelles, une plainte partagée sur les retards de ramassage des poubelles. Rien d'inhabituel. Mais c'est vers le milieu de l'été que nos conversations ont commencé à s'allonger. Un après-midi, je galérais avec un arroseur cassé dans le jardin. Daniel était parti comme d'habitude, et je ne voulais pas appeler un plombier pour une chose aussi mineure. Aiden m'a aperçu de son perron et est venu. « Besoin d'aide ?» a-t-il proposé. J'ai hésité, puis j'ai hoché la tête. C'est embarrassant. Je lutte avec ça depuis 20 minutes. Il s'est accroupi à côté de moi et a commencé à tripoter le tuyau. Je l'ai regardé travailler, concentré, patient, même un peu amusé par ma frustration. En quelques minutes, l'arroseur a craché à nouveau de l'eau. « Voilà », a-t-il dit en essuyant la terre de ses mains. « Pas si difficile ?»« Facile à dire pour toi ?» ai-je ri. À partir de ce moment, quelque chose a changé. Ce n'était ni dramatique ni évident, mais je le sentais. Un léger décalage dans l'air. Chaque fois qu'il était là, il me faisait signe. Quand il me voyait jardiner, il s'attardait un peu plus longtemps pendant nos discussions, me demandait
comment j'allais, pas juste en passant, mais avec un intérêt sincère. Et je me suis surprise à répondre, pas seulement par politesse, mais par quelque chose d'autre. Quelque chose que je n'étais pas prête à nommer. J'ai commencé à attendre avec impatience de le voir. Quand je faisais de la pâtisserie, j'en apportais un peu pour lui et son père. Quand je sortais me promener, je jetais un coup d'œil vers leur porche pour voir s'il était là. Ce n'était pas romantique, pas encore. Du moins, je me disais que non, c'était de l'attention, de la gentillesse, quelqu'un qui me remarquait pour plus que ce que je faisais pour les autres. Puis, un après-midi de fin août, quelque chose a fait basculer la balance. Il faisait chaud, les enfants étaient chez des amis. J'étais assise sur le perron, buvant du thé glacé et lisant, quand Hayden est venu vers moi avec un dossier à la main. « Salut » a-t-il dit. « Ça te dérange si je te demande un avis sur quelque chose ?» Il m'a expliqué qu'il postulait pour des écoles supérieures et voulait un retour sur sa lettre de motivation. J'étais flattée. Il se souvenait que j'enseignais l'anglais avant d'arrêter pour rester à la maison. Nous sommes restés assis plus d'1 heure à discuter de son essai, de ses objectifs, de ses rêves. Il écoutait attentivement, posait des questions, me faisait sentir à nouveau pertinente. Au bout d'un moment, il s'est penché en arrière et a dit « Tu devrais encore faire ça, Clara. Enseigner ? Je veux dire, tu es trop intelligente pour ne pas être dehors. » Je l'ai regardée, prise au dépourvu. « Ça fait des années ? Je ne saurais même pas par où commencer. » Eh bien, tu serais géniale. C'est évident. Ce n'étaient pas les mots. C'était la façon dont il les disait. Sincère, sans filtre, comme s'il voyait en moi quelque chose que j'avais depuis longtemps oublié. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'entendais sa voix. Je me rappelais la façon dont il m'avait regardée. Non pas avec pitié, non pas avec politesse, mais avec une véritable admiration. Cela a réveillé en moi quelque chose que j'avais enterré depuis longtemps. Au cours des semaines suivantes, nous nous sommes vus plus souvent. Il passait avec son chien, demandait des nouvelles de mon jardin, m'apportait un nouveau livre qu'il pensait que j'aimerais. Il y avait toujours une raison, toujours une excuse. Mais je pense que nous savions tous les deux la vérité. Nous n'avions jamais franchi de limites physiques. Mais les limites émotionnelles, celles-là, se sont brouillées plus vite que je ne l'avais prévu. Un soir, alors que nous étions assis dans mon jardin à regarder le coucher de soleil, il a dit doucement « Tu as l'air parfois solitaire. » Je ne savais pas comment répondre. J'ai voulu le nier, faire semblant d'aller bien, mais je n'y arrivais pas. Pas avec lui. Parfois, ai-je admis. Il a hoché la tête, puis m'a regardé avec un mélange de tristesse et de compréhension. « Tu mérites plus que d'être le personnage secondaire de quelqu'un, Clara. » Cette phrase est restée avec moi. Elle résonnait dans ma tête quand je préparais le dîner, quand je pliais les vêtements, quand je m'asseyais seule dans la maison silencieuse après que les enfants se soient endormis. J'ai commencé à tout remettre en question. Était-ce la vie que j'avais choisie ou celle que j'avais acceptée par défaut ? Daniel a remarqué le changement, mais à peine. Il était trop pris par le travail, les réunions, son interminable défilé d'emails et de délais. Il demandait si tout allait bien, mais seulement en passant. Je lui disais que j'étais fatiguée. Il hochait la tête et retournait à son téléphone. Hayden, en revanche, écoutait. Il me rendait visible, importante. Je ne savais pas ce que je faisais. Pas vraiment. Je ne planifiais rien. Je ne complotais pas pour partir, trahir ou détruire. J'étais juste perdue. Et il me faisait sentir retrouvée. Mais même dans la joie silencieuse de notre connexion, je savais que je marchais sur une corde raide. Un faux pas et tout pouvait s'effondrer. Je me disais que c'était inoffensif, juste une amitié, juste quelqu'un qui me faisait sentir à nouveau vivante. Mais au fond de moi, je savais que cela ne resterait pas innocent pour toujours. Les jours qui ont suivi ont été remplis d'une confusion calme. Je me suis surprise à peser constamment ce que je faisais, à quoi ça ressemblait, ce que ça signifiait. Je n'avais rien fait de techniquement mal, du moins pas dans le sens conventionnel, mais quelque chose en moi savait que je m'approchais d'une ligne derrière laquelle je ne pourrais peut-être pas revenir. J'ai commencé à voir moins Hayden, à m'éloigner intentionnellement, à créer de l'espace. Je me disais que c'était pour le mieux. Je devais recentrer mon attention sur Daniel, sur les enfants, sur la vie que j'avais construite. Je pensais qu'en remettant mon énergie dans la routine, dans mon mariage, les sentiments disparaîtraient comme un brouillard qui se lève au soleil. Mais les émotions ne disparaissent pas sur commande. Et l'espace, j'ai appris, n'efface pas toujours la connexion.
Il la magnifie parfois. Aiden n'a pas forcé. Il était respectueux, distant, poli. Mais je pouvais sentir qu'il remarquait le changement. Ses salutations étaient plus courtes, ses sourires plus petits. Et bien qu'il passait moins souvent, quand nos regards se croisaient par-dessus la clôture ou depuis nos perrons respectifs, il y avait une compréhension silencieuse entre nous. Nous ressentions tous les deux l'absence. À la maison, les choses continuaient comme d'habitude en surface. Daniel travaillait toujours de longues heures, toujours fatigué, toujours distrait. Il avait commencé à dormir dans la chambre d'amis certaines nuits, prétextant des douleurs dorsales ou un besoin de meilleur sommeil. Je ne discutais pas. Nous nous étions habitués à la distance. Elle s'était installée si lentement au fil des années qu'elle semblait presque normale. Mais elle ne l'était pas. Pas vraiment. Les enfants, heureusement, restaient heureusement inconscients. Ils étaient encore assez jeunes pour être absorbés par leur propre petit monde de devoirs et de projets de week-end. Je maintenais les apparences, préparais leur déjeuner, aidais aux projets scolaires, encourageais depuis la touche lors des matchs de foot de Laïa et des récitals de piano de James, mais à l'intérieur, je me défaisais. Un soir, Daniel est rentré plus tard que d'habitude. Il était presque minuit. J'étais assise sur le canapé, à moitié en train de lire un livre, mais je n'avais pas tourné une page depuis 20 minutes. Il a posé ses clés sur le comptoir et a soupiré. « Désolée, longue journée. » J'ai hoché la tête. « Tu en as eu beaucoup ces derniers temps. » Il s'est assis en face de moi et s'est frotté les yeux. « Je sais. C'est sans arrêt. Les nouveaux clients sont un cauchemar. » Nous sommes restés assis en silence pendant quelques minutes. Je sentais l'espace entre nous. Large, froid, plein de choses non dites. « Est-ce que tu as parfois l'impression que nous sommes juste des colocataires ?» ai-je soudainement demandé, ma voix plus calme que prévu. Il a relevé la tête, surpris. « Quoi ? Je veux dire, comme si on coexistait juste, qu'on suivait le mouvement. » Il a froncé les sourcils. « D'où ça vient ? » Je ne sais pas, ai-je dit, bien que si. Je crois que je manque juste de parler. Vraiment parler. Il a soupiré à nouveau, plus profondément. « Clara, je fais de mon mieux. Le travail est accablant, les enfants ont besoin de nous. On n'a pas le temps de s'asseoir et d'analyser notre mariage tous les soirs. » Je l'ai regardé et un instant, j'ai eu l'impression de regarder un étranger. « Je ne demande pas un séminaire, Daniel, je demande une conversation. » Il s'est levé, faisant les 100 pas. « Et qu'est-ce que tu veux exactement que je te dise ? Que je suis désolée d'être fatiguée ? Que je devrais quitter mon travail et m'asseoir sur le perron avec toi toute la journée ? » Cela m'a piqué. Non parce que c'était cruel, mais parce que c'était dismissif. Je ne demandais pas tout. Je demandais ce quelque chose. « Non, » ai-je répondu doucement. « Je veux juste avoir l'impression que tu me vois. » Son expression a vacillé une fraction de seconde, quelque part entre la culpabilité et la défensive. Mais au lieu de répondre, il est sorti de la pièce. Cette nuit-là, j'ai fixé le plafond longtemps après que la maison se soit tue. Mon esprit n'arrêtait pas de retourner à Hayden, à la façon dont il écoutait, vraiment écoutait, quand je parlais, comment il ne me faisait jamais sentir que j'en demandais trop. Le lendemain, j'ai vaqué à mes occupations habituelles, courses, ménage, préparation du dîner. Mais en fin d'après-midi, je me suis retrouvée dehors, taillant les buissons près de la clôture qui séparait nos jardins. Ce n'était pas intentionnel. Du moins, c'est ce que je me disais. Mais quand j'ai vu Hayden assis sur son perron, des écouteurs sur les oreilles, dessinant dans un carnet, mon cœur a fait un petit bond. J'ai hésité, puis j'ai agité la main. Il a levé les yeux, a souri et a retiré ses écouteurs. « Salut, étrangère !» J'ai souri en retour. « Salut !» Il s'est approché, s'arrêtant à quelques mètres de là où je me tenais. « Tu t'es faite rare ?» »« Je sais, » ai-je dit en repoussant une mèche de cheveux derrière mon oreille. J'avais juste besoin de me vider la tête. Il a hoché la tête lentement. « Est-ce que ça a aidé ? Je ne suis pas sûre. » Il y a eu un long silence, pas inconfortable, mais rempli de choses non dites. « Tu veux faire une promenade ? » a-t-il soudainement demandé. « Juste autour du pâté de maison, rien de sérieux. » J'ai hésité, puis j'ai hoché la tête. « D'accord. » Nous avons marché en silence au début, l'air automnal vif et le ciel peint de teintes crépusculaires. Les feuilles le craquaient sous nos pieds et le monde semblait calme, silencieux d'une manière qui rendait la pensée plus facile. « Tu n'es pas folle, tu sais ?» a-t-il fini par dire. Je l'ai regardé. « Pourquoi ?
pour te sentir invisible, pour vouloir quelque chose de plus que de simplement suivre le mouvement. J'ai expiré, mon souffle visible dans l'air frais. Parfois, j'ai l'impression d'être debout, au milieu de ma vie, et que personne ne me voit. Il s'est arrêté de marcher, se tournant vers moi. Je te vois. Les mots ont flotté dans l'air entre nous. Simple, honnête, dangereux. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Ma gorge s'est serrée et mes yeux ont brûlé. J'ai détourné la tête, essayant de cacher l'émotion qui montait de façon inattendue. Il n'a pas insisté, il est juste resté là à côté de moi, silencieusement, offrant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Une présence. Cette nuit-là, je me suis assise au bord de mon lit et j'ai pleuré. Non pas parce que j'avais fait quelque chose de mal, mais parce que je savais où mon cœur dérivait, et que je ne savais pas comment l'arrêter. Les semaines qui ont suivi ont été remplies de tensions. J'ai essayé d'éviter à nouveau Hayden, mais cette fois, cela semblait impossible. Notre connexion n'était plus vague ou incertaine. Elle était réelle, et essayer de l'enterrer ne faisait que la renforcer. Il n'a jamais rien dit d'inapproprié, ne m'a jamais touché, mais tout chez nous ressemblait à un fil fragile tendu, sur le point de se rompre. Un après-midi, il a laissé un livre sur mon perron, un roman dont nous avions parlé lors d'une de nos premières conversations. Il y avait un mot à l'intérieur. Pour quand le monde devient trop bruyant, tu mérites le silence. Je suis restée assise avec le livre sur mes genoux, fixant son écriture, sentant que les murs que j'avais construits autour de moi s'effondraient plus vite que je ne pouvais les réparer. J'ai recommencé à tenir un journal, quelque chose que je n'avais pas fait depuis l'université. J'y versais tout. Ma confusion, ma culpabilité, mon désir, ma peur. J'écrivais sur la vie que je pensais vouloir et sur la femme que j'étais devenue. Et à travers tout cela, une vérité refaisait surface. J'étais émotionnellement liée à quelqu'un qui n'était pas mon mari. Je n'avais pas physiquement trompé, mais dans tous les autres sens qui comptaient, j'avais franchi les limites de mon mariage. Un soir, Daniel et moi avons dîné dans un silence presque total. Les enfants étaient chez leurs grands-parents pour le week-end, et cela aurait dû être une rare occasion de renouer. Au lieu de cela, nous avons mangé dans deux mondes séparés. Le bruit des couverts était le seul son entre nous. Ensuite, j'ai débarrassé la table et je me suis tenue devant l'évier, regardant par la fenêtre la rue. C'est là que j'ai vu Hayden promener son chien sous les lampadaires. Il a levé les yeux vers la maison. Nos regards se sont croisés, et à cet instant, j'ai tout ressenti. La possibilité, la culpabilité, le désir d'une vie qui ne serait peut-être jamais la mienne. J'ai détourné rapidement le regard, le cœur battant, et j'ai agrippé le comptoir jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Je devais faire un choix. Je suis montée voir Daniel. Il était sur son téléphone. « Il faut qu'on parle », ai-je dit. Il a levé les yeux. « De quoi ?»« De nous. » Il a posé son téléphone. J'ai pris une profonde inspiration. Je ne vis pas, je survis, et je ne peux plus continuer comme ça. Il m'a regardée, hésitant. « Tu veux partir ?»« Je ne sais pas. Mais quelque chose doit changer. » Il a soupiré. « Tu n'es pas heureuse ?»« Non. Et toi non plus, je crois. » Nous n'avons pas crié, pas de porte claquée, juste un silence lourd, où nous avons enfin regardé la vérité en face. Je n'ai pas parlé d'Hayden. Pas encore. Les jours suivants, je me suis éloignée des deux hommes. Pas par colère, par besoin de clarté. Je me suis levée tôt, j'ai marché seule, j'ai écrit dans mon journal. Pour la première fois, celui-ci, je me suis regardée honnêtement. J'étais vide et Hayden n'était qu'un miroir de ce qui me manquait. Pas la solution. Un après-midi, j'ai frappé chez Hayden. Il a ouvert, surpris. Je lui ai tendu une lettre. « Lis-la plus tard. J'ai besoin de me reconstruire seule. Pas à travers toi. » Il a hoché la tête, sans un mot. Je suis partie. Le soir même, Daniel et moi nous sommes assis à la cuisine. Je lui ai tout dit, pas chaque détail, mais l'essentiel. Il a écouté, vraiment. Pour la première fois, nous avons parlé, pas en étranger, mais en deux personnes qui décidaient si nous avions encore un avenir. Je n'ai pas choisi Hayden, j'ai choisi de guérir, et dans ce choix, j'ai retrouvé Clara, celle que j'avais perdue.